Donc peut-être par rapport au cadre de recherche déjà, ce que je vais vous présenter, c'est dans le cadre d'un projet de recherche-action, dans le cadre des programmes PSDR, alors je ne représente pas ce que c'est, sachant qu'il y a une complémentarité, parce que c'était un terrain de recherche commun, le Rouennais, hein, donc autour tout le bassin de vie autour de Roanne. C'était un terrain commun entre deux projets, c'est Sagacité, qui est comment conduire le changement en intelligence collective, et Frugal, qui était plutôt sur la gouvernance alimentaire. Donc l'apport de Frugal, c'est plus sur la partie mode de consommation alimentaire, lien avec les acteurs publics, et l'apport de Sagacité, en tout cas le rôle de Sagacité, c'est plutôt sur la démarche du collectif, parce que je ne vais pas vous présenter de logiciels ou de simulateurs tout faits, utilisables dans l'instant, comme cela a été fait. Vous allez voir que c'est assez complémentaire, mais je dirais que ce que je vais vous présenter, c'est le produit et en tout cas le résultat actuel d'un projet de recherche-action qui est comment accompagner des acteurs et un collectif qui ensemble veulent travailler à un changement alimentaire sur le territoire et qui va des modes de consommation jusqu'à la production. Sachant que je pense qu'il y a des points communs avec ce qui a été présenté là. Je dirais que les différences, c'est qu'on est dans l'accompagnement de la démarche d'acteurs, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas de logiciel tout fait. C'est parce qu'on est dans l'outillage, c'est-à-dire comment outiller et comment des acteurs peuvent collectivement co-construire le diagnostic de leur situation et de leur contexte. Donc, de la situation de leur mode alimentaire et des modes de production agricole sur leur territoire. Cette idée de co-construction est forte parce qu'elle partait d'un projet précédent sur l'ingénierie territoriale où il était apparu que parfois les outils boîte noire, où on ne comprend pas toujours quelle est la mécanique qu'il y a derrière, eh bien parfois étaient un peu répulsifs ou n'étaient pas facteurs de confiance pour les acteurs qui s'en saisissaient et qui du coup posaient des problèmes par rapport à l'appropriation. Donc c'est un premier point, c'est voir comment des acteurs peuvent co-construire une analyse de leur situation pour évaluer les marges de manœuvre. Et puis le deuxième point, vous verrez la différence peut-être et qui est assez complémentaire, c'est aussi d'essayer de bien identifier quels sont les systèmes de production. Alors là, on va voir sur la partie agricole, système de production agricole dans le territoire aujourd'hui, parce que c'est vrai que statistiquement, on peut brasser des surfaces, mais un assolement, ce n'est pas neutre. L'évolution d'un assolement vers un autre aussi, c'est quel est l'équilibre entre céréales, prairies permanentes dans une exploitation. Il y a les sommes après qui s'agrègent à une échelle territoriale, mais selon quelle logique de système ces systèmes de production sont mis en place. Donc ce que je vais vous présenter ici, ça a aussi la volonté, enfin, le système et la démarche que je vais présenter a aussi comme objectif de partir de systèmes faisables dans le territoire, c'est-à-dire d'essayer d'agréger à la fois une réflexion statistique à l'échelle du territoire, mais aussi à l'échelle de cohérence et de logique de systèmes de production à l'échelle de chaque exploitation. Donc voilà, hein, ici simplement je l'ai présenté. Donc le groupe, simplement pour préciser que le collectif avec lequel nous avons conduit ce projet de recherche-action, alors peut-être pour préciser aussi que Sagacité à l'échelle du projet régional est coporté entre l'UMR Pacte et Cap Rural, donc avec un certain nombre de partenaires, aussi bien de recherche qu'acteurs. Et sur le terrain plus particulier du Rouennais, eh bien, on a donc l'UMR Pacte, le lycée agricole de Roanne-Chervais, qui a contribué aussi sur un certain nombre de choses que je vais présenter, et puis un groupe de travail qu'on appelait groupe de réflexivité autour de Vivre Bio, qui est une association de producteurs bio et consommateurs dans le territoire et qui travaille dans un réseau d'associations en partenariat avec les collectivités. Et peut-être pour préciser que les réflexions de ce travail aujourd'hui commencent à être intégrées et le collectif est une des forces de proposition dans l'élaboration d'un projet de PAT à l'échelle du Rouennais. Donc je vais passer là-dessus, on verra peut-être après comment, quoique si c'est important quand même sur les bases de données, simplement qu'une enquête a été réalisée auprès d'acteurs du Rouennais, parce qu'une des questions qui a été d'entrée mise en avant par les acteurs du collectif, c'est comment faire de la qualité alimentaire un bien commun sur le Rouennais. Mais derrière, c'était la question qui est ressortie pas mal de fois ce matin, c'est qu'est-ce qu'on entend par qualité alimentaire ? Donc il y a eu un premier travail pour justement rencontrer d'autres acteurs du territoire,
pour identifier, alors très diversifié, hein, ça allait des filières longues, agroalimentaires, en passant par les circuits courts, ou par des producteurs, des consommateurs, des personnes de la filière médecine également, enfin des médecins ou des infirmiers, infirmières. Donc pour éclairer cette question avec des regards croisés. Ensuite, il y a eu une enquête auprès des agriculteurs aussi, en appui avec d'autres données statistiques que l'on a ici, pour identifier quels sont les systèmes de production présents dans le territoire. Et puis ensuite, les données, eh bien, c'était des données essentiellement publiques. C'est-à-dire que toute personne qui veut pouvoir faire cette approche puisse accéder à ces données-là. Donc il n'y a pas eu de circuit d'achat à l'INSEE ou concernant le RGA, par exemple. Alors les questions qui sont ressorties, c'est celles qu'on a évoquées ce matin. Donc là, je vais peut-être les passer rapidement. C'est quel modèle économique en termes de coûts? C'est en termes d'environnement, quelle proportion entre ressources renouvelables et épuisables? Et au plan local, c'est d'où viennent les ressources? C'est-à-dire, on parle de production localisée. Qu'est-ce qu'on entend par localiser? Est-ce que c'est simplement acheter les produits chez des producteurs du coin, quel que soit leur système? Ou est-ce que c'est tenir compte aussi de où est-ce qu'eux-mêmes s'approvisionnent? Donc, dans cette logique-là, l'approche par les ressources est apparue comme étant des clés relativement intéressantes. Donc là, on a mobilisé plutôt l'outillage de l'écologie territoriale, et notamment autour de la question du métabolisme territorial exprimé en termes de flux et d'acteurs. Et donc, en essayant d'identifier justement les modes d'alimentation, les systèmes alimentaires, en fonction des ressources qu'ils mobilisent ou qu'ils valorisent. Donc en regardant déjà en termes de ressources épuisables ou ressources renouvelables, sachant que derrière l'idée de ressources épuisables, il y en a une partie importante qui est carbonée. Et puis également, par rapport à la localisation, quelles sont les ressources d'origine éloignée et quelles sont les ressources plutôt d'origine locale. Sachant que dans les ressources d'origine locale, on retrouve aussi bien le sol, le contexte pédoclimatique dans son ensemble, la biodiversité dans le sol, etc. Et donc, par rapport aux qualités, alors je ne vais pas toutes les identifier, mais donc il est apparu qu'il y avait plusieurs types de qualités alimentaires. Il y avait ce qu'on pourrait appeler, en haut à gauche, l'agriculture plutôt intensive et productive, qu'on pourrait qualifier comme étant, alors d'après les acteurs du territoire, comme étant celle du moindre coût, c'est-à-dire produire au moindre coût, quels que soient les effets de ce mode de production. Et puis à l'inverse ici, avoir dans le bioterritorial, être plutôt dans des logiques de qualité environnementale, locale, d'essayer d'intégrer l'ensemble des critères de qualité. Alors après, si on regarde un petit peu justement par rapport à ces catégories en quelque sorte de systèmes de production et de qualité, eh bien on a identifié à partir des données du RPG, à partir des données des enquêtes auprès d'agriculteurs, à partir des données des références systèmes de production, notamment de l'Institut de l'élevage, à identifier aussi bien des systèmes bio que bovin-viande, extensifs, systèmes extensifs, pardon, et des systèmes plus intensifs, souvent à base de maïs fourragé ou de systèmes beaucoup plus productifs. Avec un nombre pour chaque système. Alors on voit que les systèmes bio, on est dans les mêmes proportions qu'ailleurs, ils représentent autour de 5%, grosso modo, des systèmes. On est à peu près sur 1500 exploitations et 92 000 hectares. Et en face, eh bien, on a des estimations de production. Alors la question, c'est déjà quelle est la couverture en besoin. Alors là, bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, peut-être juste insister sur un point particulier, c'est concernant la viande bovine et les produits carnés, parce que ça, c'est des cohérences que vous avez déjà vues tout à l'heure. On est parti sur justement l'estimation des consommations alimentaires sur le territoire, toute population confondue. Et on s'aperçoit bien qu'on est dans un territoire d'élevage, donc plutôt excédentaire en produits laitiers aujourd'hui, presque, malgré la grosse consommation de viande, presque autonome en viande bovine. Enfin, on est dans le territoire où il y a l'AOP Charolais, par exemple. Alors, pas forcément localisé, pour montrer la difficulté justement de ce qu'on entend par localisé, c'est qu'une partie de la production, il y a la Sicarève, l'abattoir de Roanne, qui est de dimension régionale, mais les charolais produits localement, qui sont abattus à la Sicarève, par exemple, et qui sont vendus par le Carrefour
magasin Carrefour de Roanne transite par Avignon parce que c'est la centrale d'achat des chaînes Carrefour. Donc voilà un petit peu les incohérences aussi qu'il peut y avoir à l'échelle des filières. Et puis en maraîchage, c'est une production qui se développe. Chez les maraîchers, ils sont 23, il y en a 20 qui sont en bio. Donc c'est essentiellement un développement autour de la production bio, notamment autour du collectif avec lequel on travaillait. Et là, on n'est pour le moment que sur un ratio de 20%. Et la question, c'est quoi les perspectives d'avenir? Alors, 3 scénarios. Bon, là, on les a évoqués. Là, il n'y a rien d'original. Hein, c'est fil de l'eau, on ne change rien. Changement alimentaire, simplement. C'est-à-dire qu'on essaye de diversifier, on essaye de consommer moins de viande. Donc là, on est reparti un petit peu des préconisations qui se retrouvent, hein, sur lesquelles avait travaillé, par exemple, la métropole de Lyon, sur lesquelles ont travaillé un certain nombre de collectivités locales. Et puis, changement alimentaire et changement de mode de production. Qu'est-ce qui est possible? Alors bon, là, ça fait beaucoup de chiffres. On va retenir le bas du tableau. C'est que si on reste au fil de l'eau, eh bien, on reste avec... la consommation, enfin la production d'aujourd'hui, c'est-à-dire 97 612 hectares, pour avoir les ratios qu'on avait tout à l'heure. Si par contre on change les régimes alimentaires et les modes alimentaires, eh bien on a une marge de manœuvre supplémentaire en termes de surface de 37%, parce qu'on était sur un système où, comme vous le voyez en haut, il y avait 81 000 hectares sur les 97 000 qui était en production de viande bovine, donc ce qui donne une marge de manœuvre importante. Et là, on passe à 41 000 hectares au vu de la moindre consommation de viande. Et puis, le scénario alimentation, mode de production bio en totalité, on s'aperçoit qu'on garde une marge de manœuvre en changeant les modes de régime alimentaire de l'ordre de 15%. Donc là, c'est je dirais, on l'a vu tout à l'heure, on est dans les mêmes, dans les mêmes orientations, les mêmes réflexions. C'est-à-dire qu'en fait, tout est possible. La question, c'est quelle est la volonté politique et vers quoi on souhaite aller. Alors, c'est là où, après, essayer d'aller un peu plus loin sur la cohérence des systèmes de production peut être relativement intéressant. Alors, je vous ai sorti 2 types d'indicateurs, mais il peut y en avoir d'autres, hein, autour des aides financières, par exemple, autour de la main-d'œuvre, autour des intrants alimentaires. Mais disons qu'on a, alors en repartant d'études de l'INRA et de résultats qui avaient été travaillés dans le cadre de l'INRA, on arrive à une estimation du ratio énergétique, par exemple, et où on s'aperçoit que certains systèmes, notamment les systèmes qui sont dans la qualité environnementale et territoriale et locale, eh bien, ont une efficacité énergétique relativement meilleure que les systèmes qui, eux, sont plus productifs. Alors, ça dépend aussi de la production. Les systèmes laitiers, alors on est dans les systèmes d'élevage, hein, c'était pour pouvoir comparer ce qui est comparable, mais les systèmes laitiers, eux, ont une efficacité énergétique, entre guillemets, plus intéressante que d'autres types de systèmes. Alors, il faut quand même faire attention à ces résultats. Là, c'est des ordres de grandeur pour étayer une réflexion, hein, pouvoir l'appuyer, enfin, l'accompagner, parce qu'il y a des grosses variations interne à chaque système. Ça dépend aussi de là où est situé l'agriculteur, quelle est sa stratégie en matière d'énergie renouvelable ou d'effluents. Mais malgré tout, c'est des indications relativement intéressantes. Et également un indicateur qui illustre comment aussi on peut aborder à partir des références que l'on a, eh bien, les quantités d'intrants nécessaires à chaque type de système. Bon, là, j'ai pris l'exemple des intrants azotés. Fertilisation qui peut être organique ou minérale, mais essentiellement achetée ou venant d'ailleurs. Et donc on voit que certains systèmes sont plus dépendants que d'autres. Donc autour de cela, eh bien, c'est quelle réflexion on a, quels types de systèmes sont jouables. Alors pour revenir aux réflexions, c'est pour ça que je pense que c'est assez complémentaire de ce qu'on a vu précédemment, c'est que ça, c'est des types de systèmes observés dans le territoire qui ont leur cohérence en termes d'assolement, en termes de race de troupeaux, en termes de type d'animaux, parce qu'il est clair que le passage d'un système productif, et par rapport à l'agroécologie, c'est un peu ce que je voulais évoquer aussi, c'est que passer d'un système intensif à un système bio,
parfois ça peut pas toujours se faire sans douleur et sans changer de paradigme, parce que derrière, se passer d'un certain nombre de produits vétos, se passer d'un certain nombre de phytos, ça veut dire que c'est pas le même type d'assolement, c'est pas le même type de rotation entre les cultures, parce que derrière, il faut prévoir certaines rotations pour éviter les maladies ou autres. Donc l'effet système est relativement important, hein, dans une approche d'évolution vers un autre type de production, et que justement l'intérêt d'aller jusque-là, même si ça peut paraître un peu lourd, mais en tout cas en le faisant au maximum avec les acteurs, parce que là on l'a fait dans le cadre du collectif, eh bien cela peut permettre d'éclairer des réflexions pour voir qu'est-ce qui est réellement possible sur le territoire. Donc voilà, c'était un exemple qui peut alimenter les réflexions par rapport à des évolutions ou à des transitions qui sont souhaitées ou pas, ou en tout cas des itinéraires d'évolution qui sont réfléchis par des collectifs.